Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. À la HAC, la première session de l'année 2025 a été officiellement ouverte le 27 février dernier. Plusieurs points ont été abordés à l'ordre du jour, notamment l'aide de l'État à la presse privée. Pour avoir des élections libres et équitables en 2026, il est nécessaire de convoquer des assises selon l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo. Des précisions de ses propos dans cette édition. Explosion à l'engin artisanal au nord Bénin, plusieurs militaires gravement blessés et évacués. Pas de perte en vies humaines. Tel est le bilan à retenir. Nous y reviendrons dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko, a procédé officiellement le 27 février dernier à l'ouverture de la première session de l'année 2025 au sein de l'institution. C'était plusieurs sujets au cœur des échanges, plus précisément l'aide de l'État à la presse privée qui était l'un des points abordés. Suivons ensemble les propos d'Édouard Loko à ce sujet. C'est notre première session de l'année. J'aimerais déjà rassurer nos partenaires que nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans. Patientez encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Et aussi dire à tous les responsables de presse qui ne sont pas encore à jour. C'est vrai que la loi, ça fait 10 ans. La loi qui oblige les responsables à informer la HAC ou à avoir une convention avec la HAC avant de commencer à publier sur Internet quoi que ce soit. La loi a 10 ans. Donc nous n'avons pas d'excuses, mais néanmoins nous savons que la HAC aussi a fait preuve de lenteur. C'est pour ça qu'au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Enfin, il y aura également des fréquences. Nous avons des fréquences que nous avons repris à des opérateurs ou bien des fréquences qui étaient mal attribuées. Nous allons aussi, au cours de cette session, en discuter et réattribuer des fréquences. C'est vous dire que j'aurais pu vous faire une énumération d'une 50aine de dossiers inscrits à l'ordre du jour. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est un piège. Donc je vous ai globalement résumé l'ordre du jour de cette session. En novembre 2019, la révision de la Constitution de 1990 a institué le poste de vice-président. À la question de savoir si ce poste en état actuel ne mérite pas qu'on l'étoffe davantage. Voici la réponse de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo. C'est une bonne initiative d'avoir pensé à un vice-président. Mais est-ce que c'est bon que la vice-présidence soit dans cette prérogative-là? C'est une insuffisance dans ma conception du poste de vice-président. Parce qu'il faut que le vice-président assiste au Conseil des ministres. Qu'il sache dans quel sens et les raisons pour lesquelles telle décision
ont été prises. C'est ça qui nous permet d'assurer la continuité lorsque le président ne sera plus là. Pour qu'il sache pourquoi on a pris telle décision, quel est l'objectif qu'on poursuit, et lui continue dans cette foulée. Parce qu'il finit le mandat commencé par celui qui était la tête du duo. Mais lorsque le vice-président n'assiste pas au conseil des ministres, le jour où il sera appelé à succéder au président, il sera un novice. Il ne comprendra pas les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Or, il doit être le défenseur et le promoteur, le garant de la continuité de la politique menée par l'exécutif pendant qu'il était vice-président. Donc c'est une faiblesse, à mon avis, de penser que le vice-président ne doit pas assister au conseil des ministres. Même si on l'envoie à des représentations nationales, vous constatez, à des manifestations internationales, vous constatez souvent qu'il est accompagné d'un ministre qui est plus au fait des dossiers à traiter que le vice-président. Or, s'il est vice-président et qu'il est au fait des événements, il n'a pas besoin d'accompagner. Si vous vous souvenez, je crois qu'en 1994, Al Gore, ayant assisté à l'investiture de Nelson Mandela, a fait escale à Cotonou en retournant aux États-Unis, alors que Abacha voulait qu'il fasse escale au Nigeria. Al Gore n'était pas accompagné du secrétaire d'État. Donc c'est lui qui allait représenter l'État et connaissait les problèmes de l'État, il connaissait la politique de l'État par rapport à l'apartheid et par rapport à l'Afrique du Sud. C'est une faiblesse de notre poste de vice-président qui n'est pas dans la logique de garantir la stabilité et la continuité de la politique gouvernementale. Il faut corriger cela. Pardon? Il faut le corriger. Je dis que le fonctionnement des institutions, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais lorsque le fonctionnement révèle des insuffisances, la révision est là pour corriger. Donc ce n'est pas exclu qu'une révision permette d'améliorer ce qui se fait actuellement. Au micro d'Abdelkader Achirou, Théodore Oulou s'est également prononcé sur l'audit du fichier électoral qui continue de susciter maintes réactions au sein de la classe politique quand on sait que plusieurs invite à des assises. Selon lui, au micro de Kader Achirou, il est utile, voire nécessaire de convoquer des assises pour avoir des élections libres et équitables. On l'écoute pour plus de précision. Écoutez, je ne suis plus dans la vie active. Nous sommes à la fin pratiquement du mandat du chef de l'État. Souvenez-vous, hein, je crois qu'en 2019, il y a eu un dialogue social, mais qui avait été boycotté. Où certains n'ont pas pu y participer. C'est ça qui a abouti à la révision de 2019 et les conséquences que nous en tirons. Quand le président Souglou était aux affaires, après la dévaluation, il avait pris l'habitude de recevoir les anciens présidents de la République pour des concertations. Baga venait, Aoumandegbe venait, Zinsou venait, Kérékou venait, Émile Derlin Zinsou venait, non, Émile Derlin Zinsou venait, Émile Derlin et Paul-Émile de Souza venaient, et chacun accompagne le président de ses conseils nourri de sa propre expérience. Lorsque nous sommes proches des élections, une concertation avec le chef de l'État et les anciens présidents de la République, qui ne sont pas les concurrents du président en exercice, mais qui doivent aider le président en exercice à réussir sa mission, peut permettre aussi de voir les choses qu'il faut corriger dans l'immédiat, pour pouvoir préserver la paix et faire des élections dans de bonnes conditions. Des assises nationales sont peut-être utiles si nous étions à 2 ou 3 ans des élections. Souvenez-vous, nous sommes allés à la Convention nationale et nous avions dit que les élections devaient avoir lieu, je crois, dans les 6 mois, si mes souvenirs sont exacts. Je crois même on est allé au-delà d'un an pour les élections parce qu'on a vu à la tâche qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler en 6 mois. Et par conséquent, nous avons prorogé cela pour que les élections n'aient lieu en réalité qu'en mars. Le président a prêté serment, non pas le 1er avril pour des raisons de santé, mais le 4 avril.
Par conséquent, un dialogue avec les principaux acteurs politiques est utile pour voir ce qu'on peut corriger dans l'immédiat, parce que ces acteurs, je pense, reflètent l'opinion des principaux militants de leur parti, associés également les organisations de la société civile qui s'intéressent à la vie politique sur des questions clés, les conditions d'une élection pacifique, transparente et crédible. On échange là-dessus, on prend les dispositions pour aller dans ce sens. Et l'audit du fichier électoral participe de cette volonté d'avoir des élections apaisées, mais aussi, je crois que le code électoral leur pose problème. On peut réfléchir là-dessus pour voir les améliorations qu'on peut introduire pour éviter l'exclusion. Parce que ceux qui ne peuvent pas avoir le pouvoir par les unes sont parfois tentés de vouloir le conquérir par la force, par la violence. Il faut éviter le recours à la violence pour conquérir le pouvoir, puisque c'est le peuple qui est souverain. On a le temps encore de réfléchir sur des points qui posent problème sur le code électoral. C'est mon point de vue. En tant que citoyen, je ne suis pas un acteur politique. Peut-être qu'il y a des éléments qui échappent à ma réflexion, mais je pense que nous avons le délai de voir le code électoral, puisqu'on a dit qu'on ne peut pas le modifier 6 mois avant les élections, sauf consensus. Ce qui veut dire que si y a un consensus, on peut même le modifier 4 mois ou 5 mois avant les élections, parce qu'il y a consensus des acteurs politiques. Les membres du bureau exécutif de l'Association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement et développement durable ACE-CIFRED ont été reçus en audience ce mardi 4 mars 2024 par la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. Suivons ensemble le point de cette rencontre avec Anaël Dourou. Nouer des partenariats pour mieux s'établir et impacter. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre du bureau exécutif de l'Association des spécialistes en environnement, du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, ASE-CIFRED, et de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin. Dans une ambiance conviviale, l'association a exposé sa vision et ses ambitions à son hôte. Cette audience nous a permis de présenter notre association à son Excellence Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies et nous en sortons vraiment très satisfaits de ces orientations et suggestions. Et d'ailleurs, cela nous conforte dans notre engagement à militer pour la cause de l'environnement. Nous avons eu à également présenter nos projets que nous avons à son Excellence et elle en était fière, elle a répondu favorablement et nous a témoigné de son accompagnement, nous a garanti son accompagnement dans la mesure du possible et nous sommes vraiment très heureux de cette audience que nous avons eue avec Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies. La coordonnatrice résidente n'a pas hésité à saluer l'initiative de l'ASE-CIFRED à laquelle elle garantit tout son soutien. Ce qu'ils font est en droite ligne avec ce que beaucoup d'agences des Nations Unies font dans le Bénin pour la protection de l'environnement et j'espère avoir l'opportunité de vraiment travailler, contribuer à ce que ce genre d'initiative soit en lien avec ce que nous faisons, soit lié avec certaines des initiatives de nos agences respectives. C'est naturellement que je pense qu'une collaboration est possible, des partenariats sont possibles et surtout pour moi le plus important c'est de pouvoir dire aux jeunes qui sont à la base de cette initiative que c'est exactement le rôle qu'on attend des jeunes, qu'ils prennent des choses en main, qu'ils prennent des initiatives, qu'ils font des démarches proactives vers ceux qui pourraient les soutenir dans ces initiatives-là. En tout cas, moi, je ne peux que me réjouir de cela et dire que je ne peux que aider dans la mesure de mes capacités, dans la mesure des capacités du système des Nations Unies pour que les activités qui sont prévues pour la protection de l'environnement, pour le tri des déchets, pour planter des arbres soient quelque chose de pérenne et de soutenu. Dans cette dynamique, l'ASE-CIFRED s'outille et surtout se donne les moyens pour s'impliquer dans les projets porteurs afin d'impacter l'environnement de façon stratégique.
Je l'annonçais en titre, une unité des forces armées béninoises a été frappée par une attaque violente en pleine opération ce lundi 3 mars 2025. Des explosifs artisanaux ont été utilisés, provoquant une explosion qui a blessé plusieurs militaires, plus précisément 9 selon une source gouvernementale. Ces derniers ont été immédiatement évacués par un hélicoptère. Aucun d'eux n'a perdu la vie, mais 2 d'entre eux ont été pris en charge pour des fractures nécessitant une intervention chirurgicale. Cette attaque, il faut le préciser, a également conduit à la perte d'un véhicule blindé chinois et d'un véhicule spécialisé conçu pour être détruit en cas de menace par mine. On parle de religion dans cette édition. Le carême est une période très importante pour les chrétiens catholiques car il prépare à la fête de Pâques. Son appellation vient du quadragesima, qui veut dire 40e. Le carême commence donc le 40e jour avant Pâques, soit le mercredi des Cendres, et dure logiquement 40 jours. Anissé Yanvi, prêtre et directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, expose au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi les attitudes recommandées en cette période par l'Église catholique. Pendant le temps de carême, il est recommandé que le chrétien prie beaucoup. C'est un moment, ces 40 jours vraiment constituent un moment privilégié de dialogue personnel et profond avec Dieu. Il faut qu'il prie beaucoup, il faut qu'il pose des actes de charité et de partage. Il faut également qu'il jeûne. Le jeûne ici, ce n'est pas seulement à comprendre dans le sens du jeûne de la nourriture. D'abord, c'est clair, jeûne de la nourriture, d'accord, jeûne de la boisson, d'accord, mais aussi jeûne de la parole. C'est un moment où on doit faire un surcroît d'effort pour ne pas, par exemple, critiquer nos frères et sœurs, pour un moment où le chrétien est appelé à faire des efforts, pour ne pas perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, bavarder à longueur de journée sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Un temps de grâce qui doit mettre à profit, où il ne doit pas calomnier, où il ne doit pas passer ou perdre beaucoup de temps dans les plaisirs éphémères, boîte de nuit, buvette, etc. D'accord. Il y a peut-être des moments d'exception qui peuvent arriver, mais surtout que le chrétien ait à l'esprit que c'est un temps où il doit faire un peu plus d'efforts pour vivre vraiment sa vie de prière, sa vie de charité et sa vie de repentance. Fait de société dans cette édition, entretenir une femme, c'est pourvoir à ses dépenses sur plusieurs plans. Quel salaire pour entretenir une femme de nos jours à Cotonou? À cette question ont répondu quelques citoyens au micro de Nasserine Fatoumbi et de Francis Fahmi. Au minimum, tu peux te tenir autour de 80 000 par mois. Ça dépend de ce que tu gagnes. Et ça dépend de la femme que tu as. Parce que tu peux avoir une femme qui sera moins expensive. Tu auras une femme qui sera plus expensive. Qui sera moins chère, quoi. Il y a des femmes moins chères, il y a des femmes plus chères. Ça dépend de la beauté. Aujourd'hui, là, même les fonctionnaires font zim. Parce que le salaire là ne suffit pas. Donc au moins, pour entretenir une femme là, paresseuse, parce que normalement la femme aussi doit travailler. Si la femme est paresseuse là, l'homme doit au moins gagner minimum 200 000 par mois pour enlever le loyer dedans, et SONEB, SPE, les dépenses avant d'être bon pour entretenir une femme. Écoutez-nous très bien, lorsque vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine de vous marier. Je ne saurais vous dire le salaire exact, vous pouvez gagner même 200 000 et que vous soyez dans les capacités de prendre soin de votre femme. Il y a d'autres, même moins de 60 000, ils essaient de se marier. Je dis, mais ces derniers-là vont finir très mal. Puisque tu as un salaire qui ne répond même pas à la situation et tu te jettes dedans. C'est grave.
Je suppose que la femme a dit qu'elle a besoin d'un pain de tel montant. Maintenant, avec son monsieur, ils vont s'entendre pour dire, ma femme, sur ce plan-là, c'est tel chose moi j'ai à te donner. Et c'est ça là qui crée souvent même des problèmes dans le foyer. Parce que si le monsieur n'arrive pas à satisfaire tous les besoins de la femme, ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des tensions dans les foyers à cause de ça. La femme veut deux choses, un bon comportement, et puis tu le cognes bien. On parle toujours société, on définit généralement un style vestimentaire par une façon de s'exprimer. Mais lorsqu'on est en relation, est-il obligatoire de s'habiller selon les préférences ou les goûts de son partenaire ou de sa partenaire? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir. L'homme grand tâche peut tout manger, ce qu'il veut, ne peut pas s'habiller n'importe comment. Dans la mesure où, en vous habillant, vous avez déjà l'œil de la société sur vous. Ne parlons pas seulement du mari. Au-delà du mari, il y a la société aussi qui apprécie votre habillement. Donc je répète encore que l'homme est autorisé à tout manger ce qu'il veut, mais ne peut pas s'habiller n'importe comment. Il faut porter des tenues décentes, comme l'a dit la parole de Dieu. Décentes. Hein? Et il faut quand même que les femmes fassent preuve quand même d'un peu de crainte divine et en portant cette tenue décente et non des tenues jézabéliques qui exhibent leurs seins, les fesses, etc., qui laissent à désirer. Vous voyez, on dit qu'on ne peut pas copier l'occidental, tout ça. Mais avec l'évolution du monde, est-ce que nos femmes aujourd'hui vont être toujours au pagne? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, le monde évolue. Est-ce que les pailles, aujourd'hui, on va les obliger à porter paille? Mais l'essentiel, c'est qu'on porte des tenues décentes, qu'on porte des tenues pour ne pas exposer sa nudité, qu'on porte des tenues pour ne pas créer l'autre, pour ne pas mettre l'autre dans la fornication, pour ne pas créer d'envie à l'autre. Sinon, je crois que on doit... Moi, par exemple, tu me vois, moi, je ne porte jamais la tenue locale. Je ne porte jamais. Le mari doit avoir la crainte de Dieu. Un mari qui a la crainte de Dieu ne va pas dire à sa femme de porter mini-jupe ou exhiber ses seins ou porter des tenues jézabéliques. Alors que cela soit très clair. Hein? La femme doit écouter les conseils de son mari. Et ce mari-là doit avoir la crainte de Dieu. Si ton mari maintenant, il dit bon, ce que je veux là, et toi tu les dis pas ça, on se sépare. Tu vas faire comment? C'est à ce moment tu vas dire bon, je vais faire maintenant. Pardon chérie, je vais faire. Voilà le problème. Si elle s'habille et qu'elle voit que ce qu'elle a porté n'est pas commode, n'est pas digne d'une femme de ménage, je tape du poing sur la table pour lui dire écoutez madame, vous êtes tenue d'aller vous changer. Au pire des cas, je ne pourrez pas vous suivre pour vous aller seul. Et c'est à prendre ou à laisser. La femme ne pourra pas, vous ne pouvez pas être dans un ménage et vous habiller comme une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer et que l'homme, celui qui vous protège et avec lequel vous êtes dans le ménage, de tout ça quand même dire ce que vous avez apprécié à sa toilette, ce que vous avez porté. S'il y a lieu de changer la tenue, vous devez respecter la tenue. Ce n'est pas une manière de faire de la dictature, mais c'est une manière quand même de lui dire habille-toi de manière à ce que l'œuvre de la société ne nous incrimine pas. Mesdames, Messieurs, hors de nos frontières, notamment en Afrique, on parle de la candidature de Brice Oligui Nguema à la présidentielle gabonaise, des combats au Soudan du Sud et l'ouverture d'un procès politique en Tunisie. En France, on parle de l'annonce du décès de Jean-Louis Debré, figure politique de la République. En Allemagne, des discussions sur un plan d'investissement sont en perspective et au Caire, la reconstruction de la Ligue au Caire, il y a également des bars. Et plus de précision à travers le point proposé par Djessougo Benou. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema officialise sa candidature à la présidence. Le suspense a préféré le 10 dernier. Le général Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un bâtisseur qui, après avoir libéré le Gabon selon lui, promet de construire un pays prospère. Fin janvier dernier, Brice Oligui Nguema a vu le dernier verrou qui bloquait sa candidature s'ouvrir. Si les militaires avaient promis de rendre le pouvoir aux civils, le code électoral voté par le Parlement leur permet de se présenter à la présidentielle s'ils démissionnent ou se mettent en disponibilité de l'armée. Au Soudan du Sud, de nouveaux combats éclatent à Nazir entre l'armée et une milice locale. Les 10 combats ont éclaté dans la ville de Nazir, au nord-est du pays, lundi dernier, entre l'armée sud-soudanaise et des combattants de la White Army, une milice communautaire proche du vice-président et opposant Raïk Machar. Ce malgré les efforts de ce dernier pour tenter de faire retomber la tension
pendant le week-end. En Tunisie, le procès de l'affaire de complot présumé contre la sûreté de l'État s'est ouvert ce mardi 4 mars. Il concerne une quarantaine de personnes, dont 7 figures politiques emprisonnées depuis 2 ans, accusées de complot contre la sûreté de l'État. Plusieurs opposants au président Kais Saied seront présentés devant la justice à Tunis. Responsables de partis, avocats, figures des médias, une quarantaine de personnes issues de divers courants sont poursuivies. En France, Jean-Louis Debré, ex-président de l'Assemblée nationale du Conseil constitutionnel, est décédé. Jean-Louis Debré, proche de l'ancien président Jacques Chirac et ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, est décédé à l'âge de 80 ans, a indiqué sa famille à la LCI. Le fils de Michel Debré, ancien premier ministre de Charles de Gaulle, a notamment été juge d'instruction, ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997 dans le gouvernement d'Alain Juppé et fut pendant 20 ans député de l'Eure avant de diriger l'Assemblée après la réélection de Jacques Chirac en 2002. L'Allemagne envisage désormais un vaste plan d'investissement dans la défense et les infrastructures. Les deux partis qui négocient la formation du prochain gouvernement en Allemagne envisagent un vaste plan d'investissement dans la défense et les infrastructures qui pourrait atteindre plusieurs centaines de milliards d'euros, a indiqué dimanche dernier le quotidien Bild. Concrètement, l'idée serait de créer ces fonds spéciaux hors du budget fédéral en invoquant une situation d'urgence afin de contourner les règles constitutionnelles allemandes strictes qui limitent la possibilité de générer du déficit public. Et enfin, les dirigeants arabes sont au quai pour plancher sur la reconstruction de Gaza. Le sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur Gaza commence ce mardi 4 mars au quai en présence de nombreux chefs d'État et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le sommet vise à répondre au projet du président américain Donald Trump de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient après avoir évacué les habitants en Égypte et en Jordanie. Sur cette information, on prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.